il y en a pas beaucoup on se connaît déjà, mais pas pour la plupart des gens. Alors, petite présentation rapide. Je suis à la tête d'une organisation qui s'appelle Knowledge One et aussi eConcordia, qui est en fait l'Université Concordia, pour lequel on développe l'ensemble des cours en ligne pour toutes les disciplines, pour toutes les facultés. Et on le fait également avec des clients du côté commercial, plusieurs grandes entreprises qui nous demandent également de développer des programmes de formation en ligne. Alors, on a ce double chapeau. Et aujourd'hui, je suis plus avec mon chapeau académique ici aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on fait avec l'Université Concordia et pour l'ensemble des professeurs et des étudiants. On a quand même, je dirais, un nombre relativement important d'étudiants. Souvent, les gens ne le savent pas, mais on a à chaque année environ 42 000 étudiants en ligne. Pour l'ensemble pour les applications, les développements qu'on fait dans différentes technologies. Et on commence à utiliser l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle dans certains de nos cours. C'est un peu de ça que je voulais vous parler ce matin. Alors, peut-être juste avant de vous donner des exemples, j'aurais fait un petit survol justement sur l'intelligence artificielle, le côté innovation qu'on rencontre. Il n'y a pas vraiment qui prennent des notes maintenant qui utilisent un stylo, d'après ce que je vois, mais je voulais juste ramener un peu en fonction de gestion du changement, le fait que si on monte dans les années 1950, pas loin de l'année de ma naissance en fait, les stylos à billes, quand ils ont été introduits à l'intérieur des écoles, il y a eu d'énormes critiques et chaque nouvelle technologie qui est entrée dans notre monde et en éducation avec son lot de ressentiment, de peur. Et puis, je pense que c'est dans la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu, de pouvoir conserver les bonnes vieilles méthodes de travail auxquelles on est habitué. Mais la vérité, c'est que le plus souvent, on n'a pas vraiment le choix et qu'il y a des changements qui se produisent et qui arrivent chez nous et qui vont créer même une forme d'anxiété. Alors, un autre petit exemple, on s'est amusé à regarder de plus près à travers ce qui s'appelle Google Books and Ground Viewer. On a regardé et retracé les mentions de computer phobia et de fear of AI au cours des dernières années. On l'a fait en anglais parce que c'est beaucoup plus simple de faire rapidement là, cette collecte d'informations. Et puis si je vais zoomer et aller d'un peu plus près, ce qu'on va voir, c'est que présentement, à partir de 2017, la mention peur de l'intelligence artificielle a dépassé celle de peur des ordinateurs au moment où elle avait déjà commencé à être introduite il y a de nombreuses années. Alors c'est intéressant parce qu'on voit même dans la littérature à certains endroits une expression qui est l'IA-phobie ou AI-phobia, qu'on entend de plus en plus. Souvent parce que les gens ont de la difficulté à comprendre ce que c'est, s'imaginent des choses à force de regarder des films de science-fiction un peu catastrophiques dans certains cas. Mais c'est intéressant de voir qu'au-delà de l'intelligence artificielle, le sujet en tant que tel est souvent sujet à polémique. Avec raison aussi, on parle énormément de problèmes d'éthique, on parle énormément de problèmes au niveau des prises de décision qu'on voudrait avant tout avoir du côté humain. Alors, c'est important de comprendre qu'on est dans un contexte où l'introduction de l'intelligence artificielle en éducation, et c'est normal, arrive avec son lot de questionnements qu'on pourrait avoir. Alors, de façon plus concrète, puis avant de vous montrer des exemples, je voulais simplement remettre sur la table une définition de base. C'est quoi l'intelligence artificielle? On a tous la même. Puis on a pris, chez nous, on l'utilise avec je dirais, la définition la plus standard, la plus traditionnelle, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des théories et des technologies mises en œuvre pour développer des machines ou des logiciels chez nous qui sont capables de simuler certaines fonctions cognitives associées en général à l'intelligence humaine et comme, entre autres, le raisonnement et l'apprentissage. Alors ça, c'est ce qu'on a essayé de circonscrire comme terme. Et pour la plupart des gens, ça veut dire que ça vient reproduire le comportement qu'un être humain pourrait avoir, et c'est ça qui fait peur bien souvent. La peur, on rencontre à chaque fois qu'on en discute chez nous, à l'intérieur de certains cours, c'est que l'IA, avant tout, c'est une autre technologie qui a été créée par des humains, et est-ce que c'est mauvais? Ça dépend de ce qu'on décide d'en faire. Encore une fois, il y a des débat éthiques.
Et peut-être un des problèmes majeurs qu'on a et qui fait que les gens se posent des questions, c'est que les coûts de développement pour faire des projets en intelligence artificielle étant extrêmement élevés, il y a très peu d'acteurs qui peuvent se permettre d'investir et de mettre des sommes importantes pour ce type de développement. C'est pour ça qu'on en parlait, Nadia, juste avant de commencer la rencontre. Il y a peut-être eu du côté académique de regarder comment on peut associer et joindre les forces vives de part et d'autre, justement pour être capable d'avoir les moyens nécessaires pour être en mesure de faire du développement d'intelligence artificielle qui vont permettre par la suite de recueillir et d'être utilisés par un ensemble d'institutions et non pas seulement par un ou deux grands acteurs. Présentement, on n'a pas vraiment le choix. Nous, on fait des développements, puis on utilise Watson, IBM, on utilise Google, mais je veux dire, sinon, les développements fondamentaux, ils sont quand même extrêmement coûteux, extrêmement complexes. Alors, si on a des occasions comme la rencontre d'aujourd'hui pour être capable d'échanger, je pense que là-dessus, c'est ça serait extrêmement intéressant et extrêmement prometteur pour l'avenir. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, l'IA, c'est déjà démarré, puis c'est là pour rester dans notre quotidien. Parmi les gros questionnements qu'on rencontre, moi je rencontre auprès des étudiants, entre autres aussi, c'est le pour ou le contre. Dans certains cas, il y a plus de contre que de pour, parce qu'on est extrêmement anxieux, puis souvent les gens se posent des questions. Et parmi les choses les plus grands questionnements qu'on a rencontrés, c'est par exemple, l'intelligence artificielle avant tout, ça correspond à des postes d'emploi. Alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les emplois vont évoluer vers d'autres types de compétences, peut-être plus axées vers la créativité, vers le côté plus scientifique. Je pense que l'IA, c'est avant tout un tueur de certaines catégories d'emplois. Puis si on se reporte à l'époque de la révolution industrielle, moi je me souviens très bien des images où on avait des opérateurs de consoles téléphoniques où les gens branchaient des fils à droite et à gauche pour que les appels puissent se faire, puis bon, maintenant ça n'existe plus. Alors il y a une catégorie d'emplois qui a été abolie, puis il y en a plein de ce genre-là qui vont être appelés à être abolis éventuellement, effectivement. Donc ça, c'est souvent on me parle de cette chose-là. La deuxième chose dont on entend souvent parler, c'est le côté que l'intelligence artificielle va évoluer vers des formes que les humains ne pourront pas contrôler. Alors on a peur finalement que l'intelligence artificielle prenne de mauvaises décisions sans que l'humain intervienne. Je pense que les gens, de ce point de vue-là, qui me font ce commentaire-là, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas que l'intelligence artificielle est au tout début dans son enfance, et qu'on n'est pas rendu à une étape où il n'y a pas d'intervention humaine à l'intérieur des systèmes qu'on implante. Bien au contraire, les humains sont encore extrêmement présents. C'est des humains qui viennent dresser le périmètre d'intervention. Alors, ça va prendre énormément de temps avant que ça arrive, mais encore une fois, il y a cette image un peu de science-fiction qui peut exister du côté de l'implantation de l'intelligence artificielle avec laquelle on n'a pas le choix. Il faut parfois se battre pour convaincre les gens, de leur expliquer jusqu'à quel point il y a un côté positif qui existe. Il y a encore beaucoup de discussions à avoir sur l'avenir. Puis pour redéfinir d'ailleurs, en guillemets, ce qu'est l'intelligence générale. Mais la vérité, c'est qu'on est extrêmement loin présentement pourrait s'approcher de près ou de loin d'une super intelligence. Donc, je vais juste faire ce petit point-là, moi, au départ, avant de vous donner des exemples. Alors, du côté de l'humain au cœur de l'IA, je m'étais pris une petite note pour simplement dire que dans l'utilisation actuelle de l'IA, l'humain est absolument essentiel et il est là pour le demeurer. Et je pense que je vais sauter tout de suite simplement pour parler, accélérer un peu du rôle de l'IA dans l'éducation. Alors nous, on a regardé comment on était en mesure de l'utiliser pour nos étudiants, pour nos professeurs et pour l'administration. En fait, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il y avait 3 types d'angles avec lesquels on pouvait l'implanter à Concordia. Alors, il y a la partie soutien, la partie personnalisation et la partie expérience d'apprentissage. Donc,
Si je regarde rapidement pour la partie soutien, soutien au départ au professeur. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est en mesure d'identifier plus rapidement les états de connaissance des étudiants. On a fait dans certains cas des pré-tests où les étudiants, on a par exemple validé les idées préconçues que les étudiants avaient à l'égard de certaines choses. On l'a fait entre autres dans un cours d'astronomie dans lequel on demandait aux étudiants de nous donner leur perception qu'ils avaient avant d'embarquer de façon plus large dans le cours de physique qui était appliqué à l'astronomie. C'est intéressant de venir mesurer l'état de connaissance préalable que les étudiants pouvaient avoir. Ça a été utilisé pour corriger certains types de travaux, pour aussi, à ce moment-là, changer le rôle du professeur un peu plus dans un rôle de facilitateur que dans un rôle purement de transmetteur de contenu. On utilise parfois des petites simulations, on demande à l'étudiant de soi-même s'impliquer dans la simulation pour répondre à des questions, et à ce moment-là, ça transfère ou ça change un peu la façon dont on travaille avec nos étudiants. Et évidemment, on en a parlé un petit peu tantôt, Chris en a parlé, il y a le côté learning analytics, le côté d'être capable de venir mesurer et analyser selon je dirais, la démarche de l'étudiant, jusqu'à quel point le comportement est à risque et on pourrait lui offrir un plus grand type de soutien. Alors, pour les étudiants, l'idée a été avant tout de donner un retour d'information qui, dans certains cas, était plus rapide. Puis j'ai un petit exemple à vous montrer dans quelques minutes là-dessus. Fournir évidemment beaucoup d'aide sur toutes les procédures administratives, les procédures d'examen, donc automatiser une partie des réponses qu'on pouvait donner à nos étudiants et augmenter le nombre de communications et de collaborations entre nos étudiants. Puis finalement, pour les administrateurs, ben, ça a été avant tout de fournir des données qui nous ont permis de réagir de façon relativement rapide, par exemple au niveau des inscriptions des étudiants, au niveau du classement des données, puis au niveau de l'archivage. Alors, de façon très concrète, comment ça se traduit? Ça, c'est un exemple d'un agent intelligent qui a été mis, je vous présente la vidéo pour nos étudiants. Il y a une série de listes de sujets, de catégories de questions pour lesquelles on a fait une immense base de données dans les sujets, des questions typiques qui nous sont posées par les étudiants. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un chatbot qui a été développé, qui utilise le texte. Et le chatbot permet, à partir de sujets donnés, de fournir les réponses aux étudiants. Évidemment, ces réponses-là vont être déjà préparées. On vient simplement reconnaître, selon l'intention que l'étudiant avait, quel type de réponse on va lui donner. Mais derrière ça, on a également un centre d'appel. C'est-à-dire que on a à la fois la possibilité pour l'étudiant, dans un premier temps, d'avoir des réponses rapides à des questions standards qui nous sont souvent demandées sur une feuille de sujet. Mais dès que ça devient un peu plus complexe, ben là, automatiquement, si l'étudiant demande à parler à un agent, il devient branché sur le centre d'appel, où là, c'est un humain qui interagit avec l'étudiant plutôt que le système qui a été automatisé. Alors, notre petit système, celui-là, en fait, il a été basé sur l'utilisation de Watson. Alors, l'engin qu'on a utilisé derrière, on a créé notre base de données, on a créé l'ensemble des réponses aux différentes questions dans plusieurs catégories de sujets. Et si éventuellement les sujets abordés par l'étudiant ne sont pas couverts par la base de données, ben c'est là qu'automatiquement, on demande soit de reformuler et de revenir sur les sujets, mais si c'est pas possible, on devient branché automatiquement sur le centre d'appel, où les agents chez nous vont intervenir. Alors, c'est sûr qu'on a désactivé les fonctions aussi d'entraînement ou d'apprentissage automatique qu'on aurait pu programmer dans Watson pour garder le contrôle, pour pas que ça parte dans différentes directions. Donc, c'est très circonscrit à ce moment-là et on ne va pas plus loin de ce point de vue. Alors, ça, c'est je dirais, un exemple relativement simple qui est en soutien, l'exemple concret de soutien direct. Rapidement, en termes de personnalisation, pour nous, c'est adapter le contenu au niveau de la connaissance des étudiants, de leur vitesse, enfin, certains diraient leur style ou leur profil d'apprentissage, de façon à être capable de plus donner des activités à faire aux étudiants qu'une séquence de travail.
Donc, à partir d'une bande d'activités, l'étudiant est capable et d'une boîte à outils, on va demander à l'étudiant de se pencher sur des tâches que l'étudiant a pu avoir à faire, de diriger cet étudiant-là vers les ressources qu'il peut utiliser pour exécuter ces tâches, et donc avoir améliorer, je dirais, l'accès à l'étudiant pour aussi qu'on ait besoin d'apprentissage différent dans une séquence différente. Le côté personnalisation, c'est encore quelque chose qui n'est pas si simple à faire au niveau des contenus, parce que ça demande des branchements un peu dans plusieurs directions, mais ça permet, en utilisant, et cette fois-ci, il faut utiliser Watson pour le faire, ça permet, je dirais, d'avoir presque un tuteur basé sur l'intelligence artificielle qui vient aider à soutenir l'étudiant selon son propre profil d'apprentissage. Et finalement, le dernier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est celui qui est relié à l'expérience. Alors, on a choisi d'utiliser, dans ce cas-ci, on n'a pas utilisé Watson, on a choisi d'associer un exemple d'IA avec de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a choisi, et c'est un prototype qui est présentement, qui commence à être utilisé dans un de nos cours, mais qui va être bonifié et terminé pour la fin de l'été. Et bon, je vais vous laisser rouler un petit peu, puis en même temps, je vous donnerai des explications par la suite. Je pense que vous allez comprendre. Alors, on va visiter le bureau de Sir Isaac Newton. It is our pleasure to welcome you to this virtual reality experience powered by an artificial intelligence engine. You are about to meet Sir Isaac Newton, an English scientist who made tremendous contributions to mathematics, physics, astronomy, early chemistry, and many other fields. While this is naturally not the real Isaac Newton, the artificial intelligence background allows it to have access to all of Newton's works, and it will try to the best of its abilities to answer any question you might have about Newton and his contributions to science. Please be respectful and responsible, and keep in mind that sometimes it might not understand your question perfectly. Try to reformulate them and have patience. Donc là, on scanne nos mains en même temps qu'on vient de mettre notre casque dans ce système de Oculus Quest. What is this room? This room is my laboratory. I conduct experiments here on a variety of topics, including optics, motion, and gravity. What did you do when Cambridge University had to shut down because of the plague? When Cambridge University shut down because of the plague, I returned to Woolsthorpe Manor and conducted experiments here in my laboratory. What are some of the experiments you've conducted here? I have conducted experiments on a variety of topics, including optics, motion, and gravity. Why did you invent calculus? I invented calculus in order to better understand the mathematical principles of motion and change. Oh, I noticed you picked up the apple from my desk, and I think you might have heard the story behind it, how the apple fell on my head and how, like magic, I discovered gravity. Well, that story is not true. However, the fall of an apple made me ponder why it always descends perpendicularly, which led me to develop my law of universal gravitation. Can you briefly explain to me how gravity works? One of the fundamental principles of gravity is that every object in the universe attracts every other object with a force that is proportional to the mass of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is what we experience as weight. Do you know what the internet is? I do not know what the internet is. Why not?
I do not know because I have not been alive to witness its creation. L'idée et la façon dont on l'a fait, et puis là, ça c'est la première version de notre prototype. On travaille présentement sur la création de l'avatar en 3D en Unity. Donc là, on l'a fait un peu à la tendance à dire à la Harry Potter. Il y a un tableau dans le bureau et puis on parle avec le tableau, mais d'ici septembre, on va avoir j'ai terminé. D'ici septembre, on va avoir l'avatar où on est assis physiquement dans le bureau pour faire un échange. Donc, et d'essayer de le bonifier. Vous avez vu les délais entre les deux pendant qu'on parlait. En fait, ça a été filmé, mais c'était en temps réel avec l'engin. Ce qu'on utilise, nous, en fait, c'est que dès qu'on parle, la voix est envoyée à Google Speech to Text, c'est traduit en texte, c'est envoyé ensuite à OpenAI dans Google. OpenAI répond en format texte et c'est retransmis de format texte en Google Text to Speech. Alors, c'est notre première version sur laquelle on a travaillé. On a commencé à le tester avec un étudiant en physique pour voir comment ça fonctionne. Et ultimement, je dirais les résultats ont été extrêmement intéressants parce qu'on a été capable de comme ça, avoir certaines conversations et d'amener une autre façon de vouloir donner une expérience d'apprentissage qui était nettement différente. Alors voilà, ça conclut ce dont je voulais vous parler ce matin. Je pense que je suis juste dans les temps. Alors, dernière chose rapidement sur le chemin à suivre. J'en ai parlé rapidement tantôt. Être capable de peut-être susciter de l'intérêt pour qu'on puisse regrouper les forces entre différentes institutions pour voir comment on peut faire des choses. Évidemment, confidentialité, sécurité des données, tous les aspects éthiques. C'est certainement parmi les choses qui nous préoccupent le plus et avec lesquelles on voudrait s'assurer de pouvoir continuer à faire de la recherche et du développement dans le meilleur possible. C'est tout. Merci beaucoup.